Mesdames, Messieurs, bonsoir. Lundi 2 octobre 2023, bienvenue dans ce journal. Voici les titres. Le continent africain accueille son tout premier forum africain sur l'eau en début de ce mois d'octobre au Maroc. L'heure est aux idées novatrices pour faire face au stress hydrique. À suivre dans un instant. Les jeunes Nigériens transforment des véhicules à essence en bus électriques. Ceci pour réduire le dioxyde de carbone de l'atmosphère. Du côté de la Suisse, on note une fonte record des glaciers de 10%. Ce phénomène est une conséquence directe du réchauffement climatique. Démarrons cette édition avec la Journée mondiale de la mer qui a été célébrée le 28 septembre dernier. Placée sous le thème « 50 ans après Marpol, notre engagement continue ». À travers ce thème, l'Organisation maritime internationale OMI entend respecter les objectifs fixés par la Convention Marpol, qui est la protection maritime. Léon Saglou nous a fait le point de la journée. Regardez. L'OMI, l'Organisation maritime internationale, a célébré le 28 septembre dernier la Journée mondiale de la mer 2023. Le thème de cette année s'intitule « 50 ans après Marpol, notre engagement continue ». La Marpol est la Convention internationale pour la prévention de la pollution du milieu marin par les navires d'origine opérationnelle ou accidentelle. Elle a été adoptée le 2 novembre 1973, mais ce n'est qu'en 1978 que le protocole est entré en vigueur en réponse à une série d'accidents de pétroliers entre 1976 et 1977. À l'occasion de cette journée, un forum, à savoir le Forum de l'innovation OMI-PNUE Norvège 2023, a eu lieu au siège de l'OMI à Londres et également en ligne. Au cours de ce forum, des sujets sur la performance environnementale, la réduction des déchets plastiques rejetés par les navires, le soutien de l'innovation dans la production des combustibles marins, la décarbonation du secteur maritime et le déblocage du financement vert, ainsi que les partenariats de collaboration ont été abordés. Pour la même célébration, le siège de l'OMI a été illuminé en bleu, couleur de la mer, dans la soirée du 28 septembre afin de promouvoir le thème de cette année et aussi inviter les organisations concernées à faire de même. Elle a également sollicité ses États membres et les acteurs du secteur à honorer la journée avec le hashtag World Maritime Day sur les réseaux sociaux. Il faut rappeler que ce thème reflète une longue histoire de l'organisation en matière de protection de l'environnement. La Marpol comprend actuellement 6 annexes, à savoir les hydrocarbures, les substances liquides nocives, les substances nuisibles, les eaux usées, les ordures et l'atmosphère. Notons que le thème 50 ans après Marpol, notre engagement continue, représente l'occasion d'examiner les travaux de l'OMI visant à protéger la planète et les océans liés au programme de développement durable à l'horizon 2030 et aux 17 objectifs des ODD des Nations Unies. D'après le secrétaire général de l'OMI, M. Kitak Lim, beaucoup de choses ont changé dans le secteur des transports maritimes au cours des 50 années écoulées depuis l'adoption de la Convention, puisque l'engagement de la préservation du milieu marin reste inébranlable. Après le premier sommet africain sur le climat qui s'est refermé le 6 septembre 2023 à Nairobi, au Kenya, la ville de Tanger, deuxième poumon économique du Maroc, accueille du 5 au 7 octobre 2023 le tout premier forum africain de l'eau. Comme à Nairobi, le but de ce forum pour les États africains est de trouver des solutions communes et innovantes afin de relever les défis liés à l'eau sur le continent, notamment le stress hydrique. Regardez. Les décideurs gouvernementaux, les opérateurs hydrauliques, les fournisseurs de services, les instituts et académies de formation, de recherche en eau et environnement auront 3 jours pour envisager l'avenir hydrique de l'Afrique à Tanger, au Maroc. Dans cette ville du nord du royaume se tiendra du 5 au 7 octobre 2023 le premier forum africain de l'eau sous le thème « La gestion intégrée de l'eau, de l'énergie et de l'agriculture pour un développement durable ». La rencontre est organisée à environ 6 mois de la 10e édition du Forum mondial de l'eau à Bali en Indonésie du 18 au 24 mai 2024. Ce tout premier forum africain de l'eau se tiendra dans un contexte où le stress hydrique est plus que jamais un défi pour les pays africains. Sur le continent,
En moyenne, 418 millions de personnes vivent encore sans eau potable selon le Fonds des Nations Unies pour l'enfance UNICEF. Les besoins en eau sont également signalés dans le secteur de l'agriculture, une situation accentuée par la sécheresse qui est une conséquence du changement climatique. Outre l'amélioration des réseaux d'eau, les solutions qui seront débattues à Tanger traiteront aussi des approches de réduction des coûts de carbone dans la production de l'eau. La gestion de l'eau revêt également une importance capitale pour l'avenir de l'agriculture en Afrique. Les participants à ce forum de l'eau se pencheront aussi sur les techniques innovantes d'irrigation. Il est également urgent de réduire la dépendance aux énergies fossiles dans le traitement de l'eau. Des alternatives existent et seront présentées au cours de ce forum. Parlons toujours du stress hydrique. Les robinets sont vides sur l'archipel français du Mayotte. Depuis plusieurs semaines, la population de ce département français vit sans eau à cause de la sécheresse et à des coupures d'eau intensives. Les autorités locales ont engagé des travaux d'urgence pour trouver des solutions dans le délai le plus court. Viva Samana. Le quotidien des Mahorais se résume depuis des semaines à vivre sans eau. L'archipel français situé dans l'océan Indien est privé d'eau 2 jours sur 3 depuis le début du mois de septembre. Le département le plus pauvre de France connaît en effet une importante sécheresse depuis 1997. Son approvisionnement en eau dépend largement des eaux pluviales. Mais malheureusement, les niveaux de pluviométrie faibles que connaît l'archipel de Mayotte a accentué le manque d'infrastructures hydrauliques du territoire. Le préfet de Mayotte, Thierry Suquet, et le ministre français des Outre-mer, Philippe Vigier, ont fait le point sur la grave crise de l'eau qui frappe les 310 000 habitants du petit archipel français. Pour le préfet français, il n'y aura plus d'eau dans les ouvrages de stockage d'ici fin octobre avec les tours d'eau actuels. Pour éviter alors une telle situation, les travaux d'urgence comme les forages, les interconnexions de réseaux d'eau ont été engagés afin de répondre aux difficultés dans un bref délai. Le besoin quotidien en eau de Mayotte est estimé à 43 000 m3 alors que les prévisions donnent 15 à 20 000 m3 à la fin du mois d'octobre. Les services de santé craignent également une vague de malades à cause de la pénurie d'eau. Des efforts sont donc encouragés avant le retour de la saison des pluies. Le pangolin accusé d'être responsable de la pandémie du Covid-19 avant d'être innocenté refait parler de lui. Des scientifiques ont découvert une 9e espèce de pangolin en Asie grâce à des écailles confisquées à Hong Kong. Plus d'explications avec Rachietou Bereko. Une 9e espèce de pangolin a été découverte par les scientifiques en Asie. Alors que les chercheurs pensaient qu'il n'existait que 4 variétés africaines de ce mammifère nocturne, victime d'un vaste trafic mondial, une étude publiée dans la revue scientifique Proceedings of the National Academy of Science va révéler que l'existence de cette espèce avait échappé à leur attention, ce qui va pousser les scientifiques à une recherche. Ils vont d'abord faire l'analyse de 27 écailles de pangolin confisquées à Hong Kong en 2012 et 2013. Ceci va les mettre sur la piste d'une 9e espèce de pangolin. Mais les scientifiques n'auront pas de conclusion définitive des résultats car les fragments de gènes disponibles sont en petite quantité. Ils vont ensuite, sur la base de ces premiers travaux, analyser d'autres écailles qui sont également confisquées dans la province chinoise de Yunnan en 2015 et 2019, puis vont découvrir une nouvelle lignée distincte des 8 espèces de pangolins actuellement connues. Celle-ci présente des similitudes avec la branche asiatique de la famille des pangolins appelée Manis, d'où le nom Manis mysteria, donné par les chercheurs en référence de sa nature énigmatique. Les pangolins asiatiques qui sont arrivés à Hong Kong et dans la province du Yunnan sont majoritairement originaires d'Asie du Sud-Est. Les vers de terre sont des stimulants dans la production agricole. Leur rôle dans la productivité des plantes est important et quantifié à près de 6% de rendement agricole mondial, notamment dans la culture des céréales et 2% des légumes. Cette contribution est mise en avant par des scientifiques de l'Université de Colorado. Léon Sago pour plus de détails. Ils sont tout petits et parfois invisibles. Pourtant, les vers de terre jouent un rôle non négligeable dans l'amélioration des rendements agricoles, confirme une étude parue à la fin de ce mois de septembre dans la revue Nature.
C'est la première fois que le rôle de ces vers de terre a été quantifié dans la production agricole. Malgré leur physique rudimentaire, les lombrics contribuent à plus de 6% du rendement céréalier et à plus de 2% de toutes les légumineuses produites dans le monde. Des chiffres assez impressionnants, puisque sans eux, nous aurions 140 millions de tonnes de nourriture en moins chaque année, selon les calculs des scientifiques de l'Université de Colorado sur les cultures de blé, de riz, de maïs, d'orge, du soja et du pois chiche. Ces vers stimulent la productivité des plantes de plusieurs façons, notamment en creusant des trous dans la terre, permettant une meilleure diffusion de l'eau de pluie. Ils avalent également des débris organiques et fournissent en les digérant des éléments nutritifs des plantes et aideraient la production des hormones de croissance des plantes. D'autres études montrent qu'au-delà des céréales, les lombrics peuvent augmenter la productivité des végétaux d'environ 25%, ce qui est important pour oxygéner et capter le carbone. Rappelons que 4 ans auparavant, des chercheurs allemands ont dressé un atlas de la présence des lombrics dans le monde. Ceci a montré que ces vers sont moins nombreux dans les zones tropicales et menacés dans les zones à agriculture intensive. Une situation qui s'accentue avec le réchauffement climatique. Pour les chercheurs du Colorado, gérer les sols de manière plus durable, avec moins de labeur, de pesticides, mais davantage de compost, de fumier ou de résidus de culture est la solution pour améliorer la productivité agricole avec la présence des vers de terre. Leur étude montre d'ailleurs que comme en Afrique subsaharienne et en Amérique latine, moins il y a d'apport d'engrais chimiques, plus les vers augmentent de 6% à 8%, voire 10% la productivité des céréales. Pour finir, ils insistent sur le fait que ces pratiques conforteront aussi d'autres micro-organismes sous nos pieds, car le sol contient près de la moitié de la biodiversité sur la planète. Selon une étude inédite portant sur l'Union européenne, les émissions de dioxyde de carbone de chaque individu augmentent avec l'âge. Pour cause, les personnes âgées contribuent davantage aux émissions car elles vivent dans des ménages plus nombreux et dépensent plus sur les biens à forte intensité de carbone. Rafietou Mbereko pour plus d'explications. En Europe, le vieillissement de la population est une menace pour le climat. Une étude inédite portant sur l'Union européenne, publiée mercredi dernier par l'Institut national d'études démographiques, relève que les émissions de CO2 de chaque individu augmentent avec l'âge. Les auteurs de cette étude, dénommée « Comment la démographie influence-t-elle le changement climatique ? Le cas de l'Europe », ont également souligné que la part des émissions imputables aux personnes âgées augmentera dans les années à venir car elles émettent davantage et seront plus nombreuses. Ces personnes âgées contribuent davantage aux émissions car elles vivent dans des ménages plus nombreux et concentrent leurs dépenses sur des biens à forte intensité carbone comme le chauffage, ont-ils ajouté. Une tendance qui n'entraînera pas nécessairement une hausse significative des émissions, mais qui souligne l'importance pour les politiques publiques de prendre en compte les inégalités entre les générations. En revanche, lorsque les émissions sont estimées individuellement, le pic des émissions se décale vers l'âge plus avancé, autour des 115 ans, selon les auteurs qui y voient un défi supplémentaire pour les politiques climatiques dans un contexte de vieillissement de la population européenne. Ils disparaissent à une vitesse hallucinante, mettant la planète dans un tournant. Il s'agit des glaciers suisses. Le pays alpin a connu une fonte record des glaciers de 10% de ces 2 dernières années, un volume qui équivaut à la fonte enregistrée en 30 ans lors des 3 décennies comprises entre 1960 et 1990. Comment cela est-il arrivé? Viva Samana pour les éléments de réponse. Comme un château de cartes qui s'effondre, les glaciers suisses ont fondu 15 fois plus rapidement ces 2 dernières années qu'en 30 ans. Une étude publiée en fin de semaine dernière par l'Académie suisse des sciences naturelles révèle que les glaciers du pays des Alpes ont fondu plus qu'au cours des 3 décennies comprises entre 1960 et 1990. Il y a eu peu de neige en hiver et l'été a été marqué par des températures records. Tout cet ensemble d'événements météorologiques qui sortent de l'ordinaire et qui sont principalement des retombées du réchauffement climatique ont coûté 10% du volume des glaciers. Cette conclusion sans appel du groupe d'experts chargé d'étudier la cryosphère ne surprend plus forcément, mais elle alerte encore plus. Le glaciologue suisse Matthias Heuss,
qui dirige le réseau des relevés glaciologues dans la Confédération helvétique, trouve que la succession des volumes de fonte de glace qui s'élèvent à 6% en 2022 et 4% cette année est très mauvaise du point de vue météorologique et est due au changement climatique. Le scientifique ajoute qu'il est imminent de mener des actions pour une stabilisation du climat en ramenant les émissions de CO2 à zéro au plus vite possible, et ceci afin de conserver un tiers des glaces formées en Suisse. D'après un rapport du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat GIEC publié en 2022, la fonte de la cryosphère est l'une des 10 menaces majeures causées par le réchauffement climatique. La Suisse, qui est touchée dans son intégralité par cette situation, est considérée comme le château d'eau de l'Europe grâce à ses 1400 glaciers qui alimentent plusieurs rivières et ruisseaux du vieux continent. Le Nigeria fait partie des pays où la population est affectée par les effets du changement climatique, mais la jeunesse de ce pays nourrit des idées novatrices fait changer les choses. À cet effet, des ingénieurs veulent transformer des véhicules à essence en bus électriques. Comment ce mécanisme va être possible? Irène Papadina nous éclaire. Pour renforcer l'action climatique, les gouvernements sont incités à réduire les émissions de gaz à effet de serre dans divers secteurs de l'économie, dont celui des transports, qui représente le deuxième secteur émetteur de carbone au monde après l'énergie. Au Nigeria, des recherches permettent désormais de remplacer les carburants par des systèmes électriques dans les véhicules. Lorsqu'on branche le véhicule pendant 50 minutes par exemple, la distance parcourue est de 17 km et il n'est pas obligatoire d'avoir 100% de batterie avant son utilisation. Selon les données du National Automotive Design and Development Council, cité par le cabinet d'études indien Mordor Intelligence, le Nigeria dépense environ 8 milliards de dollars par an pour l'importation d'environ 300 000 à 400 000 voitures fonctionnant par la plupart des carburants polluants tels que l'essence et le diesel. Le pays fait face à de nombreux défis en matière de lutte contre la pollution. L'économie de ce pays d'Afrique de l'Ouest est étroitement liée à l'exportation de pétrole et de gaz, mais elle a paradoxalement l'un des plus forts taux de pauvreté énergétique d'après la Banque mondiale. Plus de 65% de la population dépend des générateurs de secours et de la combustion de charbon, source d'énergie émettrice de particules fines polluantes. Le Kenya fait face à une insécurité alimentaire à cause du changement climatique en Afrique. Des experts cherchent à identifier les moyens de parvenir à une gestion plus durable de l'agriculture afin d'améliorer la sécurité alimentaire. Les pouvoirs publics du pays intensifient les actions pour y faire face avec l'appui de partenaires au développement. Retrouvons Irène Papadina. Les effets du réchauffement climatique tels que les inondations et les sécheresses menacent de plus en plus la stabilité des systèmes de production alimentaire dans le monde. Le spectre du changement climatique est universel, mais ses répercussions sont plus sévères dans les régions de l'Afrique de l'Est. Au Kenya, 80% des mauvaises récoltes sont liées au changement climatique, avec une détérioration des pâturages, une diminution de la disponibilité de l'eau et des pertes de bétail dans les communautés agricoles et pastorales. Pendant le lancement de la stratégie de financement du Programme alimentaire mondial PAM pour l'année 2027 à Nairobi, le premier secrétaire du cabinet Musalia Mudavadi a assuré que le Kenya mettra l'accent sur le besoin pressant de financement climatique pour les investissements dans les systèmes alimentaires résilients au climat. Selon lui, le partenariat entre la directive cadre sur l'eau DCE et le gouvernement kenyan devrait être axé sur la construction de communautés résilientes comme solution à long terme à l'alimentation pérenne et à la sécurité. Malgré les récentes précipitations, le gouvernement kenyan a annoncé en avril dernier que 4,4 millions de personnes dans les comtés arides et semi-arides du pays sont toujours confrontées à la sécurité alimentaire. Les pluies tombées en mars à septembre ont apporté un certain soulagement à la population, mais les régions frappées par de fortes sécheresses restent quant à elles éprouvées. 9 pays africains ont déjà signé le traité international sur la protection de la haute mer au siège des Nations Unies. Le texte qui entrera en vigueur dès janvier 2024 devrait siffler la fin de l'exploitation illicite des fonds marins dont les écosystèmes sont vitaux pour la survie de l'humanité malgré la menace pressante du changement climatique. Un défi pour la mise en œuvre du 14e objectif de développement durable
ODD 14. Regardez. La Sierra Leone, les Seychelles, le Congo, l'île Maurice, le Malawi, le Maroc, le Gabon, la Tanzanie et le Ghana sont les 9 pays africains qui ont déjà signé le traité international sur la protection de la haute mer au siège des Nations Unies. Une étape importante que vient de franchir le traité, soit 15 autres pays représentés à la 78e Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies ont également signé ce traité. Ce test sur la biodiversité marine aurait requis plus de 17 ans de négociations, souvent stériles, jusqu'à son adoption par consensus en juin 2023. La Chine, l'Australie, les États-Unis d'Amérique, le Chili, le Royaume-Uni, le Costa Rica, le Mexique, l'Espagne, l'Allemagne et la France ont aussi paraphé le nouveau traité. Les scientifiques en la matière et les défenseurs de l'environnement martèlent depuis des décennies que les milieux marins sont un puits de carbone essentiel à la lutte contre le réchauffement climatique. L'océan a ralenti le rythme du changement climatique anthropique en absorbant près de 30% des émissions de dioxyde de carbone. Le traité international sur la protection de la haute mer est donc une avancée majeure pour la préservation du potentiel faunique et floristique des grands cours d'eau. Son entrée en vigueur prévue pour janvier 2024 devrait très vite permettre aux défenseurs de l'environnement de confirmer la sincérité des parties signataires par rapport aux engagements contraignants de ce contexte. Ainsi se referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité sur votre chaîne environnementale Green TV International.